Plusieurs passages du livre de l'intranquillité sont traversés par des supplications à un être suprême, littéralement innommable, dont le visage se dérobe toujours. Tout est néant, et sur le parvis de l'invisible, dont la porte entr'ouverte ne montre derrière elle qu'une autre porte close, dansent toutes les choses, grandes ou petites, qui ont formé en nous et pour nous le système sensible de l'univers. Pourquoi un mélancolique comme Pessoa a-t-il, à un moment de son existence, été tenté par l'ésotérisme, puis par le satanisme, au point de lire des ouvrages initiatiques, de pratiquer l'astrologie et de faire les horoscopes de ses amis et même de ses hétéronymes? Ce cheminement permet-il d'appréhender l'articulation essentielle qui se joue entre mélancolie et démoniaque? Pour Kierkegaard, démoniaque est l'angoisse provoquée par la présence du bien comme danger de salut, lorsque l'homme s'est attaché au mal et qu'il est englouti dans son propre péché. Le péché est synonyme de désespoir, et ce désespoir, c'est précisément celui du mélancolique. Je rentre à l'instant d'une soirée dont j'étais l'âme. Les saillies volaient de ma bouche, tout le monde riait, m'admirait. Mais je partis. Et le trait à tirer, ici, doit être aussi long que le rayon terrestre. Et je voulais me tirer une balle dans la tête, écrit un Kierkegaard au comble de l'abattement. Dans ces expériences de vérité où l'individu se vit comme abandonné de Dieu, la tentation du néant devient le comble de la tentation. Revenons un instant à Deuil et mélancolie de Freud. La mélancolie se caractérise d'une part par une relation à l'objet d'amour perdu placé sous le signe de l'ambivalence, non pas de la simple nostalgie mais aussi du reproche, et d'autre part par une identification narcissique à l'objet perdu, par scission du moi et constitution d'un double sadique et surmoïque, dont Freud ne développera la cruauté que bien plus tard dans Le Moi et le Ça en 1923. L'investissement d'objets fut supprimé. Cependant, la libido libre ne fut pas déplacée sur un autre objet, mais ramenée dans le moi, servit à instaurer une identification du moi avec l'objet abandonné. L'ombre de l'objet tomba sur le moi. Un tel remplacement de l'amour d'objet par l'identification est un mécanisme important pour les affections narcissiques. Au terme de ce mécanisme dit d'identification introjective, l'objet qui a été perdu au dehors est conservé au dedans. Le moi s'identifie à l'objet perdu. Le sujet ne fait pas juste le mort, il est en lieu et place du cadavre. N'est-ce pas une autre façon possible d'entendre les plaintes de Bernardo Soares sur sa condition? Plaintes liées à un objet aimé perdu et incorporé, et qui a recouvert son moi de son ombre. On observe souvent à quel point l'agressivité du mélancolique concerne l'objet perdu en tant qu'objet d'amour, qui fait retour dans le réel sous forme du persécuteur. Du point de vue topique, l'ambivalence mélancolique montre toujours le caractère inconscient de l'objet en cause. Tantôt, Bernardo Soares ne sait pas vraiment ce qu'il a perdu, tantôt il pleure la perte d'objets et de monde qu'il n'a jamais connus. Du point de vue dynamique, il y a régression à l'identification du choix d'objets. On peut lire les expériences de torture ontologique de Bernardo Soares sans y déceler aussi la part de jouissance qu'il y a à se faire le bourreau de soi-même. Expérience que connaît fort bien le mélancolique quand il retourne ses tendances sadiques et sa haine du monde sur sa propre personne jusqu'à l'abolir. Du point de vue économique, ce qui est perdu, c'est le bon objet. Ce qui reste n'est donc que la face noire et haineuse de l'objet. Relisons encore Bernardo Soares. Celle qui, dans mon enfance, m'a serré contre son visage, ne pouvait me serrer contre son cœur. Celle qui aurait pu le faire
était bien loin, dans un tombeau. Nostalgie, bien sûr, oui, mais aussi reproche d'une rare violence. Je ne me souviens pas de ma mère. J'avais 1 an lorsqu'elle est morte. Mon père, qui vivait au loin, se tua lorsque j'avais 3 ans. Et je ne l'ai jamais connu. Or, on l'a vu, ces dates ne correspondent pas aux morts réelles des parents de Fernando Pessoa. C'est précisément là où nous voulons en venir. Ainsi que le souligne Frédéric Peillon, la perte mélancolique ne saurait être valablement réduite à une simple soustraction d'un objet empirique. En ce sens, il semble bien que l'objet ne soit jamais tant vivace, tant à surmonter, qu'une fois sa perte consommée dans la réalité. Voilà donc qu'il revient hanter le sujet sous sa forme la plus persécutrice, celle du diable. Là où un Daniel Paul Schreiber opère une reconstruction délirante du monde, les idées de damnation chez le mélancolique sont une autre solution possible à l'ambivalence de l'identification narcissique mise au jour par la perte de l'objet. Parce qu'il est dépossédé de son moi, le mélancolique en viendrait donc à se laisser posséder par une ombre qui se glisse en lieu et place du néant qui l'habite. Le père de Fernando Pessoa, puis son petit frère, puis l'exil, cette autre mort, puis la folie de sa grand-mère, puis le suicide de son plus proche ami, puis la mort de sa mère. À chacune de ces morts, Fernando Pessoa se sent habité par un surcroît de néant. Dans la mélancolie pessoenne, c'est donc bien le registre démoniaque de la pulsion qui s'exprime dans sa dimension de jouissance mortelle. À la dépossession mélancolique, je ne suis rien, vient répondre la possession par un autre. Il a pris mon corps. Le corps se vit comme non découpé, non vidé, envahi de la jouissance de l'autre, ici réduit à une pseudo-altérité, le diable. Être possédé par le démon, c'est donc être pris par un autre, typiquement l'objet le plus aimé et le plus haï. C'est l'objet d'amour haï, en tant qu'il a abandonné le sujet, qui revient sur un mode persécuteur, l'engorger. Les idées de damnation sont donc à la fois le paroxysme de la mélancolie et son antidote. Elles signent le néant dans lequel le sujet se trouve et en même temps sont un frein à l'hémorragie du moi. Se croire possédé, c'est se penser comme étant plein d'un autre, fût-il démoniaque, et donc pas totalement vide. Si je suis la proie du diable, c'est que quelque part, je existe encore. Une fois encore, les recherches poétiques de Fernando Pessoa, où le langage refuse toute négociation avec la perte, me font songer au mythe de Faust, comme emblématique du rejet mélancolique de toute demi-mesure, au refus de la soumission à la loi humaine, à la finitude. Aux limites du pouvoir et du savoir humain s'oppose la croyance dans la toute-puissance suprahumaine, causalité magique, éternelle jeunesse, pouvoir satanique égaux à ceux de Dieu. Le docteur Faust se noie dans une fascination pour les profondeurs païennes de la nature, ivre d'un désir de fusion avec le grand tout. N'est-ce pas là l'aspiration exemplaire des grands mélancoliques? Les tentations faustiennes de Fernando Pessoa se comprennent bien mieux à la lecture de ce fragment du bureau de tabac de son hétéronyme Alvaro de Campos. Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde.